Cours d'histoire. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous et merci pour votre fidélité à Storia Voce. Comme vous le savez, nos podcasts sont gratuits. Nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant tout simplement sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. Et en faisant ce don, nous vous offrirons un abonnement à Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Gonzague Espinosa d'Assonville, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, enseignant à l'École des hautes études internationales et politiques et vous venez de publier chez Passé Composé La chute d'un empire, l'indépendance de l'Amérique espagnole. Alors nous entamons le 3e volet de notre série de cours d'histoire consacrée à ce sujet. Il y a 2 semaines, nous avons vu l'Amérique espagnole à la veille de l'indépendance. Il y a une semaine, nous avons traité des liens entre l'Amérique espagnole et Madrid. L'Amérique espagnole était-elle en rupture avec Madrid, et nous voyons cette semaine, donc cette année 1808, très importante, comme nous allons le voir aujourd'hui, Napoléon et l'étonnante chute de l'Empire espagnol. Je reviens un peu en arrière, nous sommes en 1796, l'Espagne a perdu contre la France révolutionnaire, alors qu'elle était une des opposantes les plus farouches. Elle signe le traité de Saint-Ildefonse, c'est un renversement des alliances, et les conséquences de cette alliance sont catastrophiques pour l'Espagne. Oui, tout à fait, puisque en perdant contre la France révolutionnaire, l'Espagne est obligée de s'allier avec elle, et ce qui, par contre-coup, déclenche la guerre avec la Grande-Bretagne, qui n'attendait que cela finalement pour menacer cet empire américain qui se refuse à lui, puisqu'il était interdit à cet empire de commercer avec l'étranger. Donc l'Angleterre avait pour chercher justement à déverser ses produits en Amérique du Sud, et cette guerre va lui permettre de conquérir ce nouveau marché. Le fait est que la flotte espagnole soit battue au Cap Saint-Vincent en 1797, et surtout à Trafalgar, où l'élite de ces officiers de marine va disparaître, va couper complètement les liens entre l'Espagne et ces territoires américains. Et ces territoires américains vont redevenir autonomes et vont se gérer eux-mêmes jusqu'à 1808-1810, avec le début de ce qu'on appelait la guerre d'indépendance. Il y a une force militaire présente qui représente l'Espagne, bien évidemment, en Amérique espagnole. Alors en fait, aussi étrange que ça peut paraître, il y a peu d'unités militaires en Amérique. Il y a surtout des unités professionnelles à des points stratégiques. Ça, c'est dû à la réforme du XVIIIe siècle, des réformes stratégiques, notamment sur ce qu'on appelait sur la carrera des Indias, c'est la route des Indes occidentales, qui relie l'Espagne aux Antilles. Notamment, vous avez le port de La Havane, vous avez Carthagène des Indes, Veracruz au Mexique. Donc, ces points stratégiques où vous avez des unités professionnelles, après d'autres points en Amérique, et à côté de cela vous avez des milices qui sont mobilisées comme ce sont des paramilitaires, donc, qui sont mobilisés de temps à autre pour compléter les effectifs, et il se trouve que ces armées aussi bien professionnelles que paramilitaires sont essentiellement des hispano-américains. Est-ce que Madrid est comme tiraillé entre l'Europe et l'Amérique ? Oui, effectivement, puisque les Bourbons, on le voit avec la politique que joue Charles IV et son Premier ministre Manuel Godoy, ont toujours une politique italienne, puisque l'Espagne a perdu aussi bien les Pays-Bas, l'actuelle Belgique, et les territoires italiens après la guerre de succession d'Espagne, même si il y a encore un Bourbon qui règne à Naples, alors que
l'Empire américain ne sert finalement qu'une sorte de rente économique. Et quand l'Espagne est obligée de signer le traité de Bâle avec la France révolutionnaire en 1795, pour que l'armée française évacue les territoires espagnols occupés, que ce soit le Pays Basque ou la Catalogne, elle cède ce qui est aujourd'hui la République dominicaine. Cette cession va faire scandale parmi les hispano-américains, puisque pour dire que finalement l'Empire américain n'est qu'une colonie et que le roi d'Espagne ne serait jamais séparé d'un territoire européen si ça n'avait pas été donc une colonie. L'Espagne ne peut défendre au fond un empire aussi vaste, d'autant plus qu'elle cumule les malheurs, dont le principal, qui est la querelle dynastique. Oui, effectivement, il est difficile de défendre cet empire immense, hein, rappelons-le, et que il y a eu plusieurs stratégies depuis le XVIIIe siècle pour rationaliser la défense de l'empire, et notamment politiquement, il était prévu d'abandonner des territoires pour se concentrer sur l'essentiel, sur les points stratégiques, même de réformer ces royaumes, ces vice-royautés, pour faire des régences ou des royaumes indépendants dirigés par des princes de sang espagnols, et qui garderaient leur lien avec l'Espagne, avec le souverain espagnol comme roi, ce qui équivaut à peu près, ça ressemble beaucoup au Commonwealth britannique. Donc il y avait toujours cette idée qui est restée d'ailleurs en toile de fond jusqu'à la défaite finale de l'Espagne. C'est pour dire que quand même ce projet avait une consistance parmi les élites des deux côtés de l'Atlantique, mais qui n'a jamais été réalisé. Que se passe-t-il à Bayonne le 30 avril 1808 ? Le 30 avril 1808, mais Napoléon avait convoqué les deux souverains espagnols, Charles IV et son fils Ferdinand VII. Alors quelques mois plus tôt, en mars, un mois plus tôt, en mars 1808, Ferdinand VII avait, par une révolution de palais à Aranjuez, à côté de Madrid, avait fait contraint son père à abdiquer, puisque il ne supportait plus, Ferdinand VII et sa camarilla autour de lui, ne supportaient plus le Premier ministre Manuel Godoy, qui était honni. Et c'était vraiment une vindicte personnelle et pas contre sa politique. Et Napoléon, par des rapports un peu trompeurs, pense qu'il doit être l'arbitre de la situation, et que de fil en aiguille, il a pensé que ces Bourbons devaient céder leur place à la modernité incarnée par les idées qu'il défendait, celles de la Révolution, et pensant être accueilli en libérateur aussi bien qu'il avait été en Allemagne qu'en Italie, force est de constater que l'Espagne n'était pas forcément un terrain propice à ce genre de situation. Et donc à Bayonne, va contraindre ces deux souverains d'abdiquer en faveur de Joseph Bonaparte, le frère de Napoléon. C'est une surprise pour les deux rois en question, parce qu'ils s'attendaient à un arbitrage, et puis finalement c'est une autre carte qui sort du jeu. Oui, effectivement, la surprise est totale, et il n'y a pas de résistance, il n'y a pas d'indignation. Non, il n'y a pas de résistance, parce que le père et fils étaient tellement à couteau tiré que si l'un n'était pas roi, l'autre était content. Et donc, on est arrivé à tel point, une telle crise à la tête de l'État, que au final, le fait que ces deux rois soient remplacés a été assez facile pour Napoléon, de les contraindre à abdiquer, de renoncer pour eux et leur famille. Ce qui était extraordinaire à cette époque-là, et même encore, que toute une famille entière abdique pour une autre famille, ce qui était du jamais vu à cette époque-là. Et le fait de le remplacer par son frère a été comme on le sait, a été très mal accepté par une grande partie des Espagnols. Est-ce que Napoléon a conscience de son geste ? Est-ce qu'il a conscience que, en prenant Joseph comme roi, eh bien, ce sera un roi
qui dominera aussi l'Empire espagnol et donc l'Amérique espagnole, ou bien Napoléon pense déjà au principe qui va s'imposer au XIXe siècle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes? Non, en fait, quand il pense à remplacer les Bourbons par son frère Joseph, il pense déjà par la constitution de Bayonne qu'il donne à l'Espagne, qui est un mélange de tradition espagnole et de principes napoléoniens. Il pense que son frère va tout simplement remplacer les Bourbons et qu'il va pouvoir régir aussi son empire. Derrière cela, d'ailleurs, il était dit dans cette constitution que Napoléon respectait l'intégralité de la monarchie espagnole, ce qui fait que certain nombre d'élites espagnoles ouvertes aux sensibles réformes, qu'on appelait les afrancesados, se rallient à Joseph, parce qu'il maintient l'intégralité de la monarchie espagnole. Et Napoléon avait l'idée de contrecarrer les ambitions anglaises, notamment en Amérique, pour des raisons commerciales, des raisons stratégiques. Donc, pensant mettre Joseph sur le trône espagnol, il pensait qu'il pouvait garder l'unité de cet énorme ensemble. L'Amérique est patriotique. Est-ce qu'elle est loyaliste? Est-ce qu'elle préférerait Charles IV ou bien Ferdinand VII, ou bien finalement elle se rallie au nouveau pouvoir, à celui de Joseph? Mais en fait, l'Amérique va dépend toujours des nouvelles venues d'Espagne. Qui mettent un certain temps. Voilà, et j'allais dire, entre l'Espagne, entre Cadix et Veracruz, au Mexique, il faut 3 mois. De Cadix à Callao, le port de Lima, il faut 5 mois. Donc les Américains vont apprendre au fur et à mesure les nouveaux événements en Espagne. Et donc, ils vont apprendre les abdications de Charles IV, puis ils vont apprendre l'arrivée de Ferdinand VII, puis l'abdication de Ferdinand VII et l'arrivée de Joseph sur le trône. Alors, comme toutes ces nouvelles vont arriver presque instantanément, n'ont pas eu trop le temps de gamberger à ce sujet, et donc n'ont pas eu le temps d'hésiter, et quand ils apprennent le Dos de Mayo, et que l'Espagne s'est révoltée... le Dos de Mayo, c'est la révolte des Espagnols contre le pouvoir napoléonien. C'est cela. Donc quand ils vont apprendre cela, et qu'il y a des juntes insurrectionnelles, donc des foyers de résistance contre ce pouvoir imposé par Napoléon, l'Amérique se rallie à Ferdinand VII et donc reste fidèle à ses souverains légitimes. Donc 1808, c'est la première des 2 années cruciales qui vont transformer le monde hispanique. La deuxième, c'est la Constitution de 1812. Quel est le rôle de la Constitution de 1812? Mais la Constitution de 1812, celle de Cadix, donc, est fondamentale parce qu'elle a inspiré tout le 19e siècle et toutes les constitutions du moins d'une partie du 19e siècle, puisque déjà l'article 1 de cette Constitution déclare que le peuple espagnol est souverain. Mais cette constitution se crée dans quel contexte? C'est-à-dire qu'elle se crée en quelque sorte en voulant se substituer au pouvoir royal? Oui, c'est ce qui se passe, puisque dans Cadix assiégé, vous avez une assemblée qui s'appelle les Cortes, qui vont se réunir et qui vont, par cette constitution, renverser la table, puisque on passe de la souveraineté du roi à une souveraineté nationale. Le roi devient un roi constitutionnel, et l'autorité et l'essentiel du pouvoir réside dans les Cortes. Donc, il y a un renversement de la situation, puisque cette constitution de Cadix s'inspire beaucoup de la Constitution française de 1791. Même si beaucoup de députés se sont cachés de cette influence, elle est là. Et cette constitution est importante dans les relations entre l'Amérique et l'Espagne, puisqu'elle prône l'égalité juridique entre Américains et Espagnols, notamment blancs, mais aussi indiens. Alors que ces droits-là aux États-Unis ne seront accordés aux populations indiennes qu'en 1927. Donc déjà aussi, on a une certaine avance
l'Espagne à ce sujet. Et ce mouvement, au fond, qui a des fondements intellectuels, vous parlez de l'influence de 1791, la Constitution de 1791, touche le mouvement indépendantiste. Comment naît, au fond, ce mouvement indépendantiste, au-delà de la situation que nous avons présentée de l'Amérique espagnole, qui reste très loyaliste, qui veut suivre son roi? Comment se met-elle à, au fond, penser un avenir différent de cette couronne royale? Mais en fait, cela vient par le refus des institutions de remplacement que les députés espagnols au Cortés et dans la junte de gouvernement, c'était le mot junte, on pense toujours en français junte militaire, mais en fait en espagnol junta veut dire un organe collectif, on pourrait traduire par conseil, et donc cet organe collectif qui est chargé des affaires de l'Empire pendant que le roi est prisonnier en France, cette junte de gouvernement tente justement d'associer ces Américains, bon gré mal gré, plus ou moins forcés, de les associer aux affaires de la monarchie. Mais cette junte de gouvernement va se dissoudre, va être remplacée par une régence à laquelle les Américains, les députés américains n'ont pas eu leur mot à dire. Et donc, en Amérique, on commence à se poser des questions sur cette instance qui gère les affaires de la monarchie. Est-ce qu'elle est véritablement légitime? Apparemment non pour pas mal d'entre eux. On pense qu'elle est téléguidée par Joseph Bonaparte ou par Napoléon. Ce qui est faux, mais c'était les rumeurs qu'il y avait à ce moment-là. Et donc, plusieurs villes vont créer leur propre junte et vont se séparer de l'Espagne, non pas pour se séparer de la monarchie à proprement dit, mais au contraire de se séparer de ce pouvoir illégitime qui est téléguidé par les Français, soit qui n'ont pas demandé leur avis. Et en attendant le retour du roi, se créent justement ces juntes conservatrices des droits de Ferdinand VII, c'était leur nom assez long, qui se sont constitués en attendant que la situation se stabilise en Espagne. Et puis, quand l'Espagne, en 1811, est à peu près conquise par les armées napoléoniennes, beaucoup pensent que l'Espagne est perdue et qu'elle va être avalée dans l'empire napoléonien, et donc ce qui va encore pousser certains à couper les amarres avec la métropole. Ce qui justifie l'indépendance, vous dites, ce ne sont pas les indépendances qui ont brisé l'empire, mais l'empire qui a déclenché les indépendances. Oui, puisque finalement l'empire n'était pas la monarchie n'était pas aussi solide que ça, et ce Big Bang qu'a réalisé Napoléon au sein de la monarchie espagnole a été fatal et a détruit ce qui unissait tous ces territoires, mais c'était involontaire de sa part, et ça il ne pouvait pas savoir, ça c'est notre regard a posteriori, mais de fait de cette abdication a brisé ces liens, et qui ont eu du mal à se reconstituer après le retour du roi. Ce roi que l'historien espagnol Emmanuel Laparra a parlé de roi imaginé, où toutes les factions politiques durant la guerre d'indépendance espagnole se sont réclamées de lui, tout en le connaissant peu finalement, puisque il faut se rappeler, il arrive au pouvoir en mars 1808, il abdique un mois plus tard, et très peu de monde ne le connaissait véritablement, si ce n'est que c'était un anti-Godoy, mais en fait il était opposé à Godoy sur le plan personnel et pas sur le plan politique. Et quand il va revenir en 1814, ils vont avoir affaire à un roi absolu, du moins qui veut régner en tant que tel, et qui n'a rien compris à ce qui s'est passé en Amérique, mais ce n'est pas le seul, et qui va essayer de détruire ces velléités autonomistes qui vont se transformer en velléités indépendantistes pour la plupart. Est-ce que l'Espagne, ou je vais dire plutôt la nation espagnole, la population espagnole s'est sentie concernée par le mouvement indépendantiste? Ou est-ce qu'au fond, les choses étaient question de priorité? La priorité, c'était bien la situation espagnole et la crise de la péninsule ibérique? Effectivement, on aurait pu penser que les Espagnols d'Europe auraient pu être attachés à cet empire qui faisait de l'Espagne une grande puissance mondiale de l'époque. Mais effectivement, quand l'Espagne perd la dernière bataille à Ayacucho en 1824,
la population espagnole ne s'est pas forcément sentie concernée par la perte de cet empire. Et parce qu'effectivement, comme vous avez dit, il y avait d'autres priorités. Sortait de 6 ans de guerre en Espagne, qu'il fallait reconstruire. Aussi, l'Espagne était tiraillée par plusieurs changements politiques entre libéraux et conservateurs. L'Espagne va être le théâtre de guerres civiles tout au long du 19e siècle, les guerres carlistes notamment, mais ne s'est pas senti concerné par cette perte. Même la plupart des généraux qui vont être revenus en Espagne vont être jugés, vont être vite disculpés, et que on voulait passer à autre chose. Ce qui n'a pas empêché l'Espagne de tenter de reconquérir certains territoires, notamment le Mexique à plusieurs reprises, mais tout au long du 19e siècle, une tentative de restauration en Équateur, une guerre avec le Pérou, et il faut attendre vraiment la fin du 19e siècle, début 20e, pour que l'Espagne tisse des liens diplomatiques avec ces pays nouvellement indépendants. Ces 11 pays. Qu'est-ce qui différencie l'Amérique du Nord de l'Amérique du Sud dans le processus indépendantiste? On a l'impression que l'Amérique du Nord, au fond, s'en est mieux sortie que l'Amérique du Sud. Toute une question de timing, où les 13 colonies anglaises deviennent indépendantes dans un contexte assez favorable, où elle va pouvoir prospérer pendant que l'Europe se déchire lors des guerres de la Révolution et de l'Empire, donc assez, entre guillemets, tranquille dans sa sphère d'influence, alors que l'Amérique du Sud va devenir indépendante après ces guerres de la Révolution et de l'Empire, donc peut-être un peu trop tard. Du moins, l'historien Pierre Chonu avait dit à son époque, est-ce qu'elle est devenue indépendante trop tôt ou trop tard? Mais après 15 années de guerre, l'Amérique du Sud est complètement dévastée. Vous avez l'économie en lambeaux, ces capitaux se sont envolés, puisque les marchands espagnols sont repartis dans leur pays d'origine. Finalement, on arrive avec des États qui ne sont pas un, puisqu'il faut attendre un certain temps pour que ceux-ci se consolident, plutôt la deuxième partie du 19e siècle. Et surtout, la différence avec les États-Unis, c'est que vous avez aux États-Unis, quand ces derniers deviennent indépendants, c'est qu'ils avaient une société beaucoup plus homogène que l'Amérique espagnole, qui était, comme on l'a dit, multiethnique. Il y avait un messianisme aussi en Amérique du Nord qui n'existe pas forcément en Amérique du Sud. Oui, la destinée manifeste, effectivement, pensant que les Américains étaient le peuple élu, le nouveau peuple élu, et donc ce qui a conduit à cet impérialisme des États-Unis, qui a poussé à cette guerre contre l'Espagne en 1899, qui fait perdre à la péninsule ibérique ces derniers territoires américains, que ce soit Cuba, que ce soit Porto Rico, et qui a poussé les États-Unis à faire de l'Amérique centrale notamment, et l'Amérique du Sud, sa chasse gardée. Eh bien, merci beaucoup Gonzague Espinosa d'Assonville. Nous n'avons pas évoqué, ou trop peu, peut-être Simon Bolivar et puis San Martin. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage « La chute d'un empire, l'indépendance de l'Amérique espagnole », un ouvrage paru chez Passé Composé. Et si vous n'avez pas écouté les 2 émissions précédentes, n'hésitez pas à aller dans nos archives. L'Amérique espagnole à la veille de l'indépendance, et la 2e émission était consacrée à l'Amérique espagnole. Était-elle en rupture avec Madrid? Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, chères auditrices, pour votre fidélité à notre radio. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous. N'hésitez pas à acheter en kiosque aussi Histoire et Civilisation. Le dernier numéro est consacré au Moyen-Âge. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos cours d'histoire.